Bon- Bonjour, bonsoir pour certains, mes amis. Bienvenue à ce webinaire FIFOG de la Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie. Ces webinaires sont organisés en collaboration avec l'AUF via son programme actif, aussi en collaboration avec la CIDMEF et plus récemment en collaboration avec le GRISOF. Aujourd'hui, nous avons un thème qui est particulièrement intéressant, dépistage des cancers gynécologiques et mammaires. Ça va être sous la forme de la présentation de cas cliniques. Avant de passer la parole, j'aimerais juste vous présenter nos modérateurs. D'abord, Dr. Christine Bergeron. Ne bougez pas, je vais aller chercher la biographie de Mme Bergeron. Dr. Bergeron est présidente du CERBAT à Paris. Elle est aussi présidente de la Société française de colposcopie et de pathologie cervicale vaginale. Elle est ancienne présidente de la Fédération européenne de colposcopie et aussi de la Société française de cytologie clinique. Elle est affiliée à plusieurs sociétés savantes dans le monde, traitant à la fois de la cytopathologie, de la colposcopie, je m'excuse, de la gynécologie, des maladies vulvaires, cancer du col et de l'utérus, ainsi que le cancer de l'endomètre. Elle participe activement aux organes administratifs et scientifiques de ces différentes sociétés. Elle a publié au-delà de 100 articles. Le deuxième modérateur sera le professeur Apollinaire Aurault. Le professeur Aurault est professeur de gynécologie obstétrique. Il est au service de gynécologie CHU de Yopougon, j'espère que je l'ai bien prononcé, Abidjan en Côte d'Ivoire, et il est professeur, comme je disais tantôt, rattaché à la faculté de médecine de l'université Félix Houphouët-Boigny. Il est vice-président de la Société de gynéco-obstétrique de la Côte d'Ivoire et il est chercheur associé au programme PA2C-CI, qui est les maladies infectieuses et émergentes Abidjan en Côte d'Ivoire. Ses activités de recherche concernent surtout le dépistage cancer du col, les HPV et les pathologies qui y sont associées, et les cancers gynécologiques et mammaires. Vos deux autres modérateurs sont moi-même, donc professeur de médecine, faculté de médecine, Université Laval, et le professeur émérite Étienne Lemarié, qui est professeur à l'Université de Tours, émérite. Pour ce qui est du déroulement de notre activité de ce matin, Mesdames Bergeron et professeur Aurault vont prendre la relève. Je demanderai aux intervenants, nous avons 4 intervenants de haut calibre ce matin, je vous demanderai dans la totalité de ne pas dépasser chacun 30 minutes. Donc, si vous voulez avoir des échanges, allez-y en conséquence. S'il vous plaît, tenez vos micros fermés si vous ne parlez pas parce que ça risque de faire des retours de son qui sont désagréables. Et si vous voulez poser une question, vous avez 2 possibilités. Vous avez la possibilité de lever la main et moi, je vais garder un œil sur les participants pour voir les mains levées, ou vous avez la possibilité aussi d'y aller avec le chat. Donc, sur ces quelques mots, je passe la parole au professeur Christine Bergeron. Bonjour à tous et donc bienvenue dans ce séminaire que je vais modérer avec le professeur Aurault. Et donc notre premier intervenant est le professeur Abdelaziz Banani, que nous connaissons bien pour son implication dans le cancer du col. Il est d'origine marocaine, il a fait ses études à Fès, puis à l'université de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Il a opté pour la voie universitaire et est professeur assistant à la faculté de médecine et de pharmacie de Fès. Depuis 2000,
Il est à la fois professeur agrégé et professeur de l'enseignement supérieur dans cette même faculté. Il est donc chef de service de gynécologie et obstétrique à l'hôpital Mère-Enfant de Fès et directeur du diplôme de gynécologie et obstétrique à la faculté de médecine et de pharmacie de Fès également. Il est responsable du diplôme universitaire de colposcopie et de pathologie cervico-vaginale. Ça, c'est une très bonne nouvelle qui est ce type de diplôme au Maroc. Et il est chef de pôle mère-enfant du programme régional de la santé de la région Fès-Meknès. Donc, il va donc nous présenter aujourd'hui le dépistage du cancer du sein, difficultés de diagnostic des lésions infracliniques. Vous avez la parole. Merci, professeur Bergeron. C'est un plaisir de vous revoir. On ne s'est pas vu depuis un certain temps et surtout avec ce Covid qui est en train de circuler encore. J'espère qu'on se verra bientôt lors de peut-être prochain congrès de Paris, de PSF 2022. Donc, merci, Monsieur le Président. Je vous remercie de m'avoir invité. Je remercie essentiellement mon ami Cissé de son invitation et il m'a proposé de faire un cas clinique sur le dépistage du cancer du sein. Et donc, le mail qu'il m'a envoyé, donc de parler d'un seul cas, et donc je suis là pour parler d'un cas de dépistage de cancer du sein. Et surtout, je vais relever à travers de ce cas les difficultés diagnostiques de ces lésions qui sont infracliniques, parfois même qui sont qu'on ne trouve pas même au niveau au niveau des examens radiologiques. Alors, donc je parle de cancer du sein, par sa fréquence, c'est un cancer qui est élevé, donc il pose un problème de santé publique. Et je dirais l'imagerie mammaire, on parle de la mammographie, l'échographie et l'IRM qui commencent à prendre de plus en plus de place et intervient de ces examens à tous les niveaux de toutes les étapes de la prise en charge du cancer du sein, depuis le début de le dépistage, le diagnostic, le bilan d'extension et le suivi thérapeutique. Et j'insiste ici surtout sur qu'il faut qu'il y ait une étroite collaboration entre le clinicien, le radiologue, l'anatomopathologiste oncologue, et qu'il faut qu'il y ait une discussion entre tous ces médecins-là pour qu'on puisse aboutir à un diagnostic. Alors, un petit rappel pour dire l'ampleur du problème de cancer du sein au Maroc. En 2012, le cancer du sein représentait 36% des cancers du sein, donc 36,9%. Et le cancer du col, il vient en deuxième lieu, il est un taux qui est élevé, il représente 12%. En 2020, le taux de cancer du sein, il a augmenté jusqu'à 38%. Le cancer du col, il a régressé, mais il reste toujours à la deuxième place par rapport aux autres cancers gynécologiques de la femme. Et au début, avant les années 80, on avait le cancer du col en premier, puis en 85-86, il y avait un inversement des courbes avec une augmentation depuis, une augmentation exponentielle du cancer du sein qui commence à poser un vrai problème chez nous et surtout lorsqu'on parle de dépistage qui pose un vrai problème vu le coût, vu les difficultés d'organisation de ces dépistages si on le compare par rapport au cancer du col utérin. Et même c'est le premier cancer mortel de la femme chez nous. Et donc, pour montrer ces difficultés, je vais parler d'une patiente de Madame BH, 54 ans, que je connais très bien, quatrième geste, quatrième part, ayant 4 enfants vivants. Toutes les grossesses sont se déroulées normalement avec des accouchements par voie basse dans de bonnes conditions. Elle a allaité au sein pendant une durée, donc je dirais, ce n'était pas précis, mais en moyenne 5 à 6 mois par enfant. Et une contraception oestroprogestative qui était prise de façon discontinue et irrégulière, mais elle ne se rappelle pas bien de la durée. C'est une patiente qui est très gentille,
qui n'a pas d'antécédents, ni médicaux, ni chirurgicaux, il n'y a pas d'antécédents familiaux, de cancer du sein ou d'autres cancers familiaux. Il est ménopausé depuis 5 ans et jamais de traitement, de traitement médical de la ménopause. C'est une femme au foyer, elle est heureuse avec son mari. C'est une patiente qui m'a été confiée par un confrère le 16/10/2021 pour une adénopathie axillaire droite. Donc, c'est une patiente, lors d'une douche, qui a découvert une petite boule au niveau du creux axillaire droit. Elle a consulté chez un confrère, elle a demandé une échographie axillaire, il a posé le diagnostic d'une adénopathie axillaire droite. À l'examen, donc effectivement, il y a une adénopathie axillaire qui est droite, dure, mobile, mesurant 3 à 4 cm de grand axe. Sur le plan clinique, il est suspect de malignité. Il n'est pas inflammatoire, il n'est pas sensible, il est mobile. Il n'y a pas d'autres adénopathies axillaires droites palpables, ni des adénopathies susclaviculaires, ni des adénopathies axillaires contralatéraux. Donc, j'ai recherché d'autres adénopathies, l'examen des autres chaînes ganglionnaires, essentiellement inguinales, gynécologiques, carotidiennes, ainsi de suite. Il n'y a pas d'adénopathie palpable. À l'examen de seins, les examens sont normaux, les deux seins sont normaux, ils sont souples, il n'y a pas de nodules, ni à droite ni à gauche, il n'y a pas de zone de mastose, il n'y a pas de mastopathie, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas d'écoulement mammaire, il n'y a pas d'ombilication, il n'y a rien. Donc, je dirais les seins sont tout à fait normaux. L'examen gynécologique, c'est la même chose, au spéculum ou au toucher vaginal. Donc, il n'y a pas de lésion cervicale, c'est un col qui est tout à fait normal. Au toucher vaginal, c'est un utérus de taille normale qui est mobile. Il n'y a pas de masse pelvienne, il n'y a pas de masse latéro-utérine, donc il n'y a rien qui peut orienter vers une masse pelvienne qui peut expliquer ça. Et donc, la patiente est venue avec une échographie axillaire qui montre quelques adénopathies qui ne sont pas suspectes. Et cette image-là, qui évoque une adénopathie axillaire, sous forme d'une image hypoépogène, qui mesure quand même 52 mm de grand axe sur 35 mm. Et d'après le radiologue, c'est une adénopathie axillaire qui est isolée et qui est suspecte de malignité. Donc, dans notre contexte, il n'y a pas que la pathologie maligne, il y a même la tuberculose. Et donc, pour ça, il faut peut-être aller poser un diagnostic. On a fait une mammographie et une échographie. L'examen du sein, il est tout à fait normal. Donc, ce sont des seins, je dirais, classés à BRATS 1. Il n'y a pas d'opacité, il n'y a pas de signe de mastose. À côté de ça, peut-être des adénopathies. C'est l'adénopathie qui paraît sur le axillaire, sur l'oblique. Peut-être ça, une adénopathie ici. Sur le sein gauche, avec une discussion avec les radiologues, donc le sein, sur l'image de face, le sein gauche, il n'y a rien. Le sein droit, peut-être, il y a un surcroît de densité de ce côté qui pourrait être classé, d'après le radiologue, en ACR3, vu qu'il y a, je dirais, cette adénopathie axillaire qui est suspecte. Donc, une échographie a été faite, elle était tout à fait normale. Et donc, pour aller plus loin, il fallait faire une microbiopsie. Donc, je l'ai envoyé au radiologue parce que, pour faire, il est palpable, oui, donc je pourrais faire la microbiopsie moi-même, mais comme c'est une adénopathie axillaire et le risque de blesser la veine axillaire ou même l'artère, ainsi de suite, ou bien d'autres organes nerveux surtout. Donc, c'était une microbiopsie qui était faite par la radiologue qui a fait l'échographie, ainsi de suite. Et donc, il a retiré 5 carottes de la microbiopsie de l'adénopathie axillaire. Donc, l'anatomopathologie, le résultat, donc, qui a reçu des carottes de 0,3 à 1,9 cm,
il parle de localisation ganglionnaire d'un processus adénocarcinomateux dont l'origine ne peut pas être précisée. À ce moment-là, il a recommandé de faire un complément immunohistochimique. Donc, quand on voit le complément immunohistochimique, moi je ne connais rien en immunohistochimie, le complément immunohistochimique montre une faible expression focale de GATA3, je ne sais pas, c'est quoi s'agit. Pas d'expression des récepteurs aux oestrogènes, ça je le sais. Pas d'expression au CDX2, bon, je ne sais pas. Et finalement, en conclusion, on est revenu au point de départ. Vu la localisation axillaire donc de l'adénopathie qui est positive, qui est maligne, l'aspect fait évoquer en premier un carcinome d'origine mammaire. Cependant, ces données sont à confronter aux autres données cliniques et radiologiques. Et donc, on s'est trouvé un petit peu, je dirais, bloqué. J'appelle l'anatomopathologiste pour discuter de ça. Il me dit, bon, ça peut être, vu que c'est une adénopathie axillaire, le premier diagnostic à chercher, c'est essentiellement le sein. Mais j'ai dit, bon, on a fait une échographie, on a fait une mammographie, il n'y a rien. Elle se dit, bon, donc, il faut, si ce n'est pas le sein, il faut chercher ailleurs. Donc, dans un premier temps, après une discussion avec la radiologue, on est parti pour faire un scanner thoraco-abdominopelvien dans un but peut-être chercher une tumeur à distance, le poumon, le tube digestif, tout ce qu'on peut dire. Et donc, ou bien s'il y a des métastases à distance. Et donc, à l'étage thoracique, absence d'anomalie parenchymateuse, absence d'adénopathie médiastinale. Il y a seulement cette adénopathie axillaire qui était de 31, mais à l'échographie, il a plus de 50 mm. Un petit ganglion susclaviculaire gauche qui mesure 6 mm, ce qui n'est pas suspect selon la radiologue. Et absence de autres adénopathies, ni axillaire gauche, ni susclaviculaire, ni à droite, ni à gauche, sur le plan au niveau thoracique. Au niveau abdominal, la même chose. Il n'y a pas de masse abdominale, ni pelvien, le foie est le normal, les vésicules biliaires, les voies biliaires, le rein, la rate, le pancréas, tout. Et il n'y a pas d'adénopathie abdominale profonde. Donc, dans le bilan, de chercher s'il existe ou non d'autres adénopathies. L'utérus est de taille normale, de contour régulier, densité homogène, ainsi de suite. Je n'ai pas fait d'échographie pelvienne parce que je me suis dit, bon, ça ne sert à rien au début. On était devant une adénopathie axillaire après le scanner, donc on n'a pas fait d'échographie pelvienne. Alors, après une discussion avec la radiologue, on est revenu à faire peut-être une IRM mammaire. Oui, c'est une indication. Quand on est devant une adénopathie axillaire sans lésion mammaire clinique ou radiologique, l'IRM peut être indiquée. Et effectivement, à l'IRM mammaire, on trouve une petite lésion de 10,5 mm avec des adénopathies axillaires. Et donc, cette lésion qui est là, elle était classée par la radiologue dans un premier temps ACR4A, puis ACR4B. Elle est mal délimitée, ce rehaussement est homogène, donc il était suspect. Donc, ACR4A, ACR4B, c'est la même chose. À côté de ça, il y a une petite lésion qui est annexée à cette lésion, qui est classée très peu rehaussée et qui était classée ACR4. ACR3. Donc, c'est ça. La lésion ACR4B et ici la lésion ACR3. Donc, après tout cela, la radiologue, il me dit, bon, je dois refaire une échographie. Mais j'ai dit, bon, on a une mammographie, on a une échographie qui sont normaux. Elle a dit, bon, je vais essayer de faire parce que de toutes les façons, ces lésions qui sont là, il faut les biopsies. Cette lésion qui est là, il faut la biopsie. Elle a dit je vais faire une échographie de contrôle ciblée sur la lésion au niveau du cadran inférieur externe.
qu'elle a appelée échographie de seconde. Et à la surprise, il se trouve cette lésion-là. C'est une lésion qui est tissulaire, un petit peu ovalaire, à grand axe oblique, qui a des contours qui sont microlobulés, de 8,5 mm et qui était classé ACR4B. Donc, un grossissement de cette lésion qui est hypoéchogène et il est suspect. Donc, l'image ici en IRM au niveau du cadran inférieur externe, c'est celle-là, et qui correspond à cette lésion, et que cette lésion peut-être, elle correspond à peut-être, je dirais, à la lésion de le surpoids de densité qu'on a vu à la mammographie au début. Donc, devant cette lésion qui est ACA4P, il faut faire une microbiopsie. Effectivement, la microbiopsie a été faite. Elle a ramené 5 carottes qui ont été adressées à l'anatomopathologie. Donc, la microbiopsie de l'ACR4B droit, donc il s'agit de 5 carottes biopsiques de 0,3 à 1,2 cm. Et la surprise, c'était un aspect histologique d'un carcinome infiltrant de type Floss de grade 3, avec des foyers de carcinome in situ, de haut grade, de 10% de la surface tumorale. Une immunohistochimie moléculaire a été faite. Les récepteurs aux oestrogènes sont négatifs, les récepteurs à la progestérone sont négatifs. Il y a une forte expression membranaire de l'HER2 intense et diffuse, et le Ki-67 qui est positif à 50%. Et donc, après en discussion avec l'oncologue, c'est une patiente qui est candidate à une chimiothérapie préopératoire parce qu'il y a des adénopathies qui sont envahies, l'adénopathie qui est positive, et du fait de l'existence de ce profil HER2 avec un Ki-67 qui est élevé. À ce moment-là, il faut démarrer une chimiothérapie, mais a posteriori, la tumeur va disparaître. Sous chimiothérapie, il y avait une discussion avec la femme. Est-ce qu'on pourra garder le sein par la suite, faire une mastectomie ou bien faire un traitement conservateur? La patiente, elle a opté pour le traitement conservateur et on a placé un clip au niveau, à côté de la lésion. Et puis, la patiente a fait sa chimiothérapie. Elle a juste terminé sa chimiothérapie il y a 3 semaines. D'accord? Et hier, je l'ai opérée. On a fait une échographie, la radiographie et l'échographie n'a pas pu localiser le clip. Il a fait une mammographie, il a localisé le clip, il a fait un repérage. Et donc, elle m'a adressé ce compte rendu avec le clip, il est là, et l'arpent, il est à 4 mm. La patiente, c'est celle-là au bloc opératoire. Et hier, je l'ai opérée. On a enlevé cette zone-là, donc le lit tumoral et un curage axillaire. Il est sorti aujourd'hui. J'attendrai le résultat à pas définitif pour le suite thérapeutique. Donc, en conclusion, en présentant ce cas, je dirais pour dire que la prise en charge des lésions infracliniques, il est très complexe, il est très difficile. Et surtout quand on se trouve perdu devant des lésions qui ne sont pas visibles ou qu'on n'arrive pas à caractériser. Pour aboutir à un diagnostic, il faut qu'il y ait une grande coopération, et j'insiste sur ça, entre le clinicien, le radiologue, l'anatomopathologiste, les oncologues. Et il faut qu'il y ait une coopération à haut niveau et il faut qu'il y ait un plateau technique radiologique très performant, je dirais même un radiologue qui est compétent et performant en mammographie, échographie, l'IRM et surtout la radiologie interventionnelle. Et depuis un certain temps et depuis le début depuis qu'on commence à diagnostiquer des lésions infracliniques, il y a toujours des microbiopsies, des repérages, ainsi de suite, de ces lésions pour prendre en charge de ces patients. Et tout le dossier doit être bien sûr discuté en RCP et je vous remercie. Merci beaucoup.
je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle par rapport à ce cas qui est relativement quand même rare, mais de mauvais pronostics. Hein. Donc, oui, il est de mauvais pronostics, oui. Au niveau du chat, moi, je n'en vois pas. Est-ce que je peux voir des mains levées? Au niveau du chat, il n'y a pas de questions en ce moment. Puis au niveau des mains levées non plus. Mais je peux peut-être en poser une question de peut-être débuter la discussion, lancer la question. Vous avez dit que cette patiente-là avait un niveau pas d'expression du récepteur des estrogènes. Naturellement, vous avez parlé de ER-alpha. Ça, c'est la première des choses. Est-ce que ER-bêta a été dosé, premièrement? Deuxièmement, quand vous dites qu'il n'y a pas d'expression, est-ce que vous dites pas d'expression ou indétectable? Et ma question, c'est celle-ci. C'est qu'il y a probablement à l'origine de cette tumeur-là peut-être une estrogénodépendance qui s'est perdue en cours de route. Et pour ça, est-ce que vous avez fait de la recherche de mutation, par exemple, BRCA1, BRCA2? Non, on n'a pas fait de recherche de BRCA1. C'est une patiente quand même, il est âgé de 54 ans, 56 ans, je pense. Et vous pensez... qu'il y a une indication de recherche de BRCA1 ici? OK. Nous, on n'a pas fait la recherche de BRCA1. D'accord. Au niveau du récepteur des estrogènes, c'est ER-alpha que vous avez tenté de dépister. Je n'ai pas compris la question. Oui, moi, pour répondre à votre passe, ce qu'on fait en immunochimie, on n'est pas capable de différencier les alphas des bêtas, professeur Tremblay. Donc, nous, ce qu'on dépiste, c'est les récepteurs des œstrogènes. Effectivement, les deux catégories existent, mais en immunohistochimie, on n'est pas capable de les détecter. OK. Est-ce que vous avez tenté de faire une détection par autre moyen que l'immunohistochimie, compte tenu du fait que vous aviez des biopsies, que vous auriez pu faire un PCR? Non, on n'a rien fait. Juste ça. OK. Merci. Merci. Oui, je vois qu'il y a une question il y a une question, M. Bambara. Ouvrez votre micro et posez la question. Alors, je vous remercie. Je suis donc le professeur agrégé Aboubakar Bambara du Burkina Faso. Je suis oncologue médical, donc c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai suivi donc l'intervention du professeur Banali. Alors, ma question est la suivante. Est-ce qu'il fallait vraiment faire une indication de traitement conservateur, vu le cas I67, et puis bien sûr que les récepteurs hormonaux sont négatifs, et en plus, c'est HER2+. Est-ce qu'il fallait vraiment aller faire donc un traitement conservateur, vu le mode d'installation? Et voilà donc ma question. Merci. Oui, c'est une question qui a été discutée avec les oncologues, mais bon, on sait d'emblée que c'est un cancer qui est de mauvais pronostic, déjà. C'est un grade 3. Il y a des adénopathies qui sont positives, qui sont envahies, ainsi de suite. Et donc, puisque la lésion il est petite, pour les oncologues, il n'y avait pas d'indication à faire carrément un traitement complet, mais une mastectomie. Moi, je voudrais faire juste deux commentaires et une question. D'abord, merci au professeur Banani pour ce cas. Je pense que l'intérêt, c'est vraiment nous montrer un peu l'intérêt de l'IRM dans le diagnostic des lésions infracliniques. Je pense que l'IRM, comme il a montré, est un apport très important. Mais juste rappeler que l'IRM ne doit pas être en première intention. Je pense que l'IRM a aidé ici. Et puis insister sur le fait que, comme dans notre environnement de travail, on n'arrive pas à faire donc des microbiopsies ou des biopsies sous IRM. Donc, on voit un peu la dextérité quand même de nos radiologues. Là, on voit qu'à partir de l'IRM, ils sont repartis en échographie. Ça a permis donc de voir la lésion et la biopsie. Bon. Mais la question que je voulais poser, c'est par rapport à la deuxième lésion qui était classée BARA 3, en dessous donc la première.
est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt à la biopsie? Et puis, quelle était la distance entre le carcinome non spécifique et puis cette lésion? Oui, même cette lésion, on avait une discussion sur cette lésion-là, ACR3, et donc la conclusion était qu'on ne doit pas retarder encore la prise en charge de la patiente. On a une lésion qui est là, qui est de mauvais pronostic, il est peut-être en pré-métastatique, donc sur le plan radiologique, il n'est pas métastatique, mais on ne sait pas est-ce qu'il n'y a pas de micrométastase à distance. La deuxième des choses, c'est que cette lésion, elle était accolée à la première lésion au niveau de l'IR. Donc, dans tous les cas, quand on va réopérer la patiente, par la suite, on sera amené à l'enlever. De toute façon, on a enlevé tout le lit tumoral avec une marge de sécurité, et c'est la raison pour laquelle on n'a pas fait de microbiopsie de la lésion de ACR. La question aurait été posée si la lésion était de l'autre côté ou bien elle est loin de la tumeur primitive. Mais je reviens à dire que l'IRM, elle prend de plus en plus de place dans la décision de prise en charge diagnostique de ces lésions qui sont infracliniques. Souvent, ici, c'est un seul cas, une seule lésion, quand on a une seule lésion sur le sein, mais chez nous, on a beaucoup de problèmes avec des lésions multiples. Parfois, à l'échographie, à la mammographie, on trouve 2, 3, 4 lésions, ACR4, ACR5. Est-ce qu'il faut biopsier toutes ces lésions? Ça, c'est un vrai problème. On se trouve parfois bloqué à prendre des décisions. Et souvent, on est amené à faire adhérer, responsabiliser la femme à nous aider dans la décision. Je voudrais remercier le professeur Banani pour cette excellente intervention. Et si vous me permettez, pour respecter le temps, je passe la parole au professeur Oro, qui voudrait bien présenter le second conférencier, le professeur Niang. Professeur Oro, la parole est à vous. Merci à vous. Votre micro est fermé, professeur Oro. Donc, merci. Donc, je dirais qu'on va passer donc à la deuxième présentation de ce webinaire. Donc, elle sera faite par Mamadou Mansourian, qui est maître de conférence agrégé de gynécologie obstétrique de l'Université tchèque Anta Diop du Sénégal. Il travaille donc au CHU de Dakar. Il a été formé en colposcopie, il s'intéresse beaucoup à l'oncologie et à la gynécologie. Et donc, tout ce qui concerne le cancer du col et les cancers gynécologiques. Donc, on va lui laisser la parole au maître de conférence agrégé Niang pour sa présentation. Merci, cher maître, de nous avoir passé la parole. Donc, nous remercions la Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie, la CIDMEF et l'AUF qui nous ont invités à faire cette présentation que nous avons intitulée « Difficultés rencontrées dans la prise en charge des dysplasies cervicales et du cancer du col utérin ». Alors, ces difficultés, nous avions voulu les relater à travers 2 cas cliniques. Donc, sans plus tarder, nous allons présenter la première patiente. Il s'agit de Madame AN, qui est âgée de 50 ans, ménagère, mariée sous le régime monogame et au niveau socio-économique qui est moyen. Alors, elle est 10e geste, 5e part, elle a 5 enfants vivants, et avec des antécédents de 5 fausses couches spontanées. Elle est ménopausée depuis 10 ans. Donc, elle relate une notion de chirurgie rachidienne suite à un accident de la voie publique. Alors, nous avons reçu la patiente en 2017 pour la première fois, alors qu'elle était âgée de 47 ans.
donc pour une consultation gynécologique de routine, et nous lui avons proposé un dépistage d'opportunité des lésions dysplasiques du col par le frottis cervico-utérin. Alors, ce dépistage avait montré une lésion intraépithéliale malpighienne de bas grade. Et comme conduite à tenir, nous lui avons proposé de réaliser une colposcopie. Alors, cette patiente a été perdue de vue et nous ne l'avons revue en consultation qu'en 2019. Alors, en 2019, elle serait revenue pour une surveillance de cette lésion qui a été dépistée en 2017, donc 2 ans auparavant. Alors, nous avons jugé nécessaire de faire un contrôle du frottis cervico-utérin et comme résultat, nous avions obtenu des anomalies des cellules malpighiennes de signification indéterminée, donc une lésion à type d'ascus. Nous avons préconisé la même chose, une colposcopie. Alors, la colposcopie réalisée avait permis d'objectiver sur l'examen sans préparation une zone rouge périorificielle. Après application d'acide acétique, nous avions une acidophilie qui était marquée sur la lèvre antérieure avec une jonction cylindro-pavimenteuse qui était entièrement visualisée. L'examen après application de Lugol avait retrouvé une zone iodonégative dont les limites étaient floues. Et cette zone iodonégative correspondait parfaitement à la lésion acidophile retrouvée à l'examen après acide acétique. Ce qui nous a fait conclure à une transformation atypique de grade 2 et une biopsie a été réalisée sur les lésions suspectes. Alors, voici l'image colposcopique après application d'acide acétique. Nous voyons ici en périorificiel, donc des lésions acidophiles un peu surélevées, et nous voyons au sein de ces lésions quelques failles. Donc, et ces lésions partaient de l'intérieur de la zone de jonction vers l'exocole, donc ce qui en faisait des lésions assez suspectes. Alors, après application de Lugol, nous notons ici une vaste zone iodonégative dont les limites sont assez floues. Donc, le caractère étendu, le caractère centrifuge de la lésion en faisait également une lésion qui était suspecte. Alors, nous avons ainsi fait une biopsie et l'histologie a ramené une lésion de CIN3. Donc, c'est ainsi qu'on a proposé à la patiente de faire une hystérectomie totale, simple, avec annexectomie bilatérale. Par contre, elle a été à nouveau perdue de vue. Et lorsqu'on l'a revue, les raisons qu'elle a évoquées, c'est que sa maman était souffrante et qu'elle-même, elle aurait eu une infection à COVID-19. Donc, nous l'avons revue encore 2 ans plus tard. Donc, le premier frottis cervico-utérin, c'était en 2017. Et c'est en 2021 qu'on la revoit encore avec cette lésion de CIN3. Donc, elle est venue pour prise en charge de cette lésion de CIN3. L'examen physique était sans particularité. Donc, elle avait un poids de 96 kg, une taille de 1,72 m. Il n'y avait pas de masse palpée à l'examen de l'abdomen. Alors, l'examen au spéculum avait retrouvé cette lésion de cervicite avec quand même un saignement minime au contact. Au toucher vaginal combiné au palpé abdominal, nous avions noté un col qui était postérieur, long et fermé, un utérus de taille normale, des cul-de-sac vaginaux qui étaient libres. Alors, nous avons quand même réalisé une échographie pelvienne qui était normale et un bilan biologique préopératoire qui était également normal. Donc, nous lui avons proposé de réaliser une chirurgie. Cette fois-ci, elle a accepté et la chirurgie a été réalisée le 30 septembre 2021. Alors, à l'exploration, on avait un utérus gynécologique avec un pelvis qui était libre d'adhérence et nous avions réalisé comme geste opératoire une hystérectomie totale associée à une annexectomie bilatérale et la pièce opératoire a été confiée à l'anatomopathologiste pour examen histologique. Alors, les suites opératoires étaient tout à fait simples. La patiente, la sortie était autorisée au bout de 4 jours après l'opération.
et elle a bénéficié de soins locaux de la préopératoire en ambulatoire. Il faut noter qu'elle a eu une infection du site opératoire qui a été prise en charge avec succès. Et la cicatrisation a été obtenue au bout de 15 jours. Alors, le 14 octobre, soit à peu près 2 semaines après la chirurgie, nous avons reçu les résultats de l'examen histologique qui a conclu à un carcinome épidermoïde bien différencié, mature et infiltrant du col, donc classant cette lésion au stade T1. Alors, vu le plateau technique dans l'hôpital où l'on travaille, on n'a pas de chimiothérapie ni de radiothérapie. Donc, nous avons décidé de faire la référence de cette patiente au service d'oncologie chirurgicale, qui est un service de référence pour la région de Dakar, mais également pour le pays et même pour la sous-région. Alors, au mois de janvier 2022, soit 2 mois plus tard, donc son dossier a été discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire et les recommandations étaient de réaliser un scanner thoraco-abdominopelvien qui était revenu normal. Alors, comme décision thérapeutique, c'était une radiothérapie suivie d'une chirurgie secondaire à type de curage pelvien plus ou moins lombo-aortique. Alors, la patiente ayant dépensé beaucoup d'argent pour sa prise en charge, la première chirurgie, mais également le scanner abdominopelvien, avait décidé de retourner au village donc pour collecter les fonds nécessaires pour sa prise en charge. Donc, à l'heure actuelle, c'est à ce stade que l'on se trouve et nous avons voulu partager ce dossier pour montrer les réalités vécues par les patientes qui souffrent de dysplasie ou de cancer du col dans nos conditions d'exercice. D'abord, on note un problème de communication. Alors, est-ce que les patientes connaissent réellement les risques encourus? Par exemple, cette patiente, nous l'avons reçue pour la première fois en 2017 et elle n'a été prise en charge qu'en 2021. Donc, il y a eu un gap de 4 ans. Au début, elle avait une lésion de bas grade, une lésion à type d'ascus. À la fin, elle s'est retrouvée avec un cancer au stade 1. Donc, ce dossier montre également le parcours des patientes qui est influencé par des problèmes de finances. Est-ce qu'elles ont les moyens de se prendre en charge, bien que certains traitements soient gratuits dans notre pratique, mais les patients participent également à leur prise en charge. Alors, la gestion de la famille, donc ce sont de grandes familles. La première fois qu'elle a été perdue de vue, c'est parce que sa maman était malade et qu'elle-même, elle a pris une infection à COVID-19. Enfin, les délais de prise en charge. Donc, le service de référence d'oncologie médicale et chirurgicale reçoit beaucoup de patients des différentes régions du pays, ce qui fait que les délais de rendez-vous déjà sont allongés, de même que les délais de prise en charge. Ce qui fait qu'une patiente peut arriver à un stade et lorsqu'on la voit ou qu'on doit la prendre en charge, elle est à un stade beaucoup plus avancé. Alors, comme recommandation, nous voudrions émettre le besoin d'expliquer aux patientes les enjeux de la prise en charge pour qu'elles adhèrent à la prise en charge. Mettre en place dans nos pays une politique de dépistage organisée des lésions précancéreuses et cancéreuses du col. On se rend compte que ces patients bénéficient d'un dépistage d'opportunité ou des fois d'un dépistage de masse, mais il n'y a pas en réalité une politique bien organisée de dépistage. Alors, promouvoir également la stratégie du screen and treat. Donc, cette stratégie du screen and treat permettra de diminuer les perdus de vue. Donc, tout au début, en 2017, on pouvait peut-être faire un traitement à base de cryothérapie. Donc, si on avait opté pour cette stratégie du screen and treat. Instaurer la politique de gratuité dans la prise en charge de ces patients, mais également réduire les délais de prise en charge. Comment réduire ces délais de prise en charge? C'est tout simplement de démultiplier ces centres de référence en oncologie médicale et chirurgicale, ce qui permettrait une prise en charge beaucoup plus rapide de ces patients. Donc voilà ce qu'on voulait partager avec vous à travers ce premier cas clinique. Je ne sais pas si je dois poursuivre avec le deuxième cas clinique ou est-ce qu'il y a déjà une discussion à mener? Je pense que c'est idéal que vous poursuiviez pour qu'on puisse discuter les deux cas en même temps. OK.
Merci, Monsieur le Président. Donc, le second cas, c'est une patiente âgée de 60 ans, ménagère, mariée dans le régime monogame et au niveau socio-économique également moyen. Alors, elle est troisième geste, troisième part. Elle a 3 enfants vivants et elle est ménopausée depuis 12 ans. Donc, on ne notait pas d'antécédents médicaux et chirurgicaux chez cette patiente. Alors, elle est venue consulter dans notre structure pour la prise en charge d'un frottis cervico-vaginal, cervico-utérin anormal. C'était au mois de janvier 2021. Donc, elle présentait des métrorragies post-ménopausiques survenues spontanément et faites de sang rouge d'abondance modérée. Donc, devant ce tableau, elle a consulté dans une autre structure où un frottis cervico-utérin a été demandé. Alors, les résultats du frottis ont permis de retrouver une lésion intraépithéliale cervicale de bas grade. Et c'est devant cette lésion de bas grade qu'elle a été référée dans notre service pour une prise en charge. Alors, lorsque nous l'avons reçue le 23 février, soit pratiquement 1 mois plus tard, l'examen était sans particularité. Les constantes étaient normales, l'état général était bon, les muqueuses colorées et l'examen de l'abdomen était sans particularité. L'examen au spéculum était normal également, de même que le toucher vaginal combiné au palpé abdominal qui permettait de noter un col qui était postérieur, long et fermé, un utérus de taille normale et des cul-de-sac vaginaux qui étaient libres. Alors, devant cette lésion de bas grade, nous avons demandé de réaliser une colposcopie et une échographie pelvienne. Alors, la colposcopie a retrouvé un col rosé sur l'examen sans préparation. Après application d'acide acétique, nous avions eu une acidophilie normale avec une jonction cylindropavimenteuse qui n'était pas vue. Après application de Lugol, on a noté un aspect d'iodopositivité homogène du col utérin. Donc, nous avions conclu à une colposcopie normale et non satisfaisante. Donc, voilà l'image sur l'examen sans préparation avec un col qui est rosé. Alors, après application d'acide acétique, l'acidophilie est tout à fait normale. Donc, c'est une acidophilie légère. Après application de Lugol, on note une lésion iodo-négative, mais qui est homogène, donc qui nous fait penser à un aspect d'atrophie dû à la ménopause. Alors, les résultats de l'échographie a montré une formation tumorale, endométriale ou myométriale, associée à un kyste organique ovarien droit de 45 mm. Devant ces résultats de l'échographie, nous avions proposé une hystéroscopie diagnostique et une IRM pelvienne. Alors, le 23 avril, l'hystéroscopie réalisée a retrouvé un polype qui occupait toute la cavité utérine et dont la base d'implantation était postérieure. L'IRM pelvienne a confirmé donc ce résultat en objectivant une masse endocavitaire de 65 sur 45 mm et l'épaisseur du myomètre qui était de 7 mm parce qu'étant comprimé par la masse. L'IRM avait également retrouvé le kyste ovarien, mais il n'y avait pas d'adénopathie pelvienne, il n'y avait pas également d'invasion du myomètre par cette masse endocavitaire. Alors, 2 mois plus tard, donc, le staff chirurgical a décidé comme traitement une hystérectomie totale avec une annexectomie bilatérale et un bilan préopératoire avait été demandé qui est revenu normal. Alors, l'intervention chirurgicale a été réalisée le 6 mai 2021. Donc, à l'exploration, on a eu un utérus gynécologique avec des adhérences de type 1 utérovésicale. Comme geste opératoire, nous avions réalisé l'hystérectomie totale avec l'annexectomie bilatérale et la pièce a été confiée à l'anaptate pour examen histologique. Alors, les suites opératoires étaient simples. La patiente a été sortie à J4 post-opératoire. Les soins locaux ont été menés en ambulatoire et la plaie a cicatrisé au bout de 10 jours.
le 26 mai 2021, donc les résultats de l'examen histologique montrent un carcinosarcome endométrial qui n'envahit pas le myomètre, associé à une lésion intraépithéliale de bas grade du col utérin. Donc, la lésion carcinomateuse de l'endomètre était classée T1A. Alors, cette patiente a également été référée au service d'oncologie chirurgicale et c'est 4 mois plus tard, donc c'est le même problème qu'on posait tout à l'heure, le problème des délais de prise en charge, que la réunion de concertation pluridisciplinaire a demandé de réaliser un scanner thoraco-abdominopelvien qui était normal. Et chez elle, ils ont préconisé une surveillance clinique et radiologique tous les 6 mois. Donc, nous avons revu la patiente en mars 2022, alors en visite de suivi. L'examen était sans particularité. L'exploration par le scanner thoraco-abdominopelvien également était sans particularité. Alors, nous avons voulu présenter ce cas pour attirer l'attention sur le diagnostic souvent tardif donc, de ces lésions endométriales. Donc, chez cette patiente, c'est sûrement c'est la lésion de bas grade au niveau du col qui a détourné l'attention et qui a retardé le diagnostic de cette lésion endométriale. Donc, il s'agit d'une mauvaise orientation diagnostique au début. Donc, on note également des difficultés dans la réalisation des examens complémentaires et nous notons ici une des limites dans notre pratique. Actuellement, on commence à le faire, c'était le test HPV, parce qu'on sait que devant les lésions de Ascus, devant les lésions de bas grade, donc il faut d'abord faire un triage par le test HPV. Mais au moment où on prenait en charge ces patients, nous n'avions pas cette possibilité dans notre structure. L'interprétation aussi difficile de la colposcopie chez la femme en période de ménopause, parce que nous avions une colposcopie normale alors qu'il y avait effectivement une lésion de bas grade. Et enfin, comme la première patiente, les longs délais de prise en charge en oncologie chirurgicale. Alors, cette interprétation difficile de la colposcopie chez la femme ménopausée serait due à un épithélium pavimenteux qui est atrophique, donc qui prend mal l'acide acétique, qui est pauvre aussi en glycogène, donc qui rend difficile l'interprétation des lésions iodo-négatives. Et souvent, chez la femme ménopausée, la jonction cylindropavimenteuse est endocervicale. Alors, comme recommandation, nous disons qu'il faut orienter le diagnostic vers le cancer de l'endomètre en cas de métrorragie chez la femme en période de ménopause. Donc, c'est le premier diagnostic auquel il faut penser. Et demander, comme on l'a dit tantôt, un test HPV en cas de lésion de bas grade, mais également en cas de lésion malpighienne de signification indéterminée. Alors, chez les femmes en période de ménopause, faire une préparation œstrogénique avant la colposcopie. Et comme nous l'avons recommandé tout à l'heure, pour réduire les délais du diagnostic et de la prise en charge, démultiplier les centres de prise en charge spécialisés en oncologie. Donc, voilà les 2 cas cliniques que nous avons voulu partager avec vous et nous vous remercions pour votre attention. Si vous me permettez d'intervenir, compte tenu du fait que l'enregistrement va se terminer à 18h30, si vous êtes d'accord, j'aimerais qu'on passe aux présentations 3 et 4. Et comme les présentations 2, 3 et 4 présentent quand même certaines similitudes, on pourrait tenter de regrouper les questions après ces 3 cas, parce que je crains qu'on manque de temps. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, j'aimerais passer la parole à Mme Bergeron pour la présentation de du troisième orateur, la docteure Julia Maruani. Pas de problème. Et donc, j'aurai d'ailleurs des questions intéressantes à poser à notre orateur, mais on va attendre la fin des présentations pour effectivement donner sa chance aux autres présentateurs et ne pas retarder les choses. Donc, le docteur Julia Maruani est une gynécologue médicale qui travaille à Marseille et qui est actuellement praticien attaché à l'hôpital d'Ercole. Nous travaillons beaucoup ensemble car elle est la secrétaire de la Société française
colposcopie et de pathologie cervico-vaginale. Et vous savez bien que les secrétaires, c'est toujours celles qui ont le plus de boulot. Elle est également la secrétaire générale de la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale et elle est la présidente du collège de gynécologie médicale de Marseille. Donc, vous voyez qu'elle s'implique beaucoup dans toutes les associations. Donc, Julia, tu as la parole pour ta présentation. Merci beaucoup, Christine. Et d'abord, je souhaite remercier tous les orateurs, tous les organisateurs de cette session là, de webinaire, d'avoir proposé une session sur le dépistage des cancers gynéco et de m'avoir invité à vous présenter des cas cliniques. Je vais passer mon diaporama. Voilà. Alors, moi, je vais rentrer directement effectivement dans le vif du sujet puisque on va parler donc d'une patiente de 34 ans, qui est une patiente qui a eu 2 grossesses, 2 enfants par voie naturelle et qui, pour la première fois qu'elle a eu une anomalie, n'avait pas d'antécédent de pathologie cervicale, ni récente ni ancienne. Et donc, votre écran n'est pas affiché, s'il vous plaît. Si, je l'ai partagé. Personne ne le voit? Non, on voit toujours la dernière diapositive de la dernière présentation. D'accord. Alors, il faut que l'orateur précédent peut-être… Oui, professeur Niang, voulez-vous cesser le partage, s'il vous plaît? Voilà, c'est bon. OK. Bon. Alors, on réessaye. Oui, ça fonctionnait là. Très bien. C'est bizarre parce que ça s'est affiché pour moi, mais pas pour vous. Donc, je vous disais, une patiente de 34 ans, et donc quand je la reçois, puisque moi, je fais beaucoup de colposcopie et je reçois des patientes qui ne sont pas des patientes que je suis. Donc, elle vient avec un test HPV positif au génotype 16. Donc, ça, c'est depuis, en France, le changement de modalité de dépistage chez les femmes de plus de 30 ans, où on commence le triage par le test HPV, parce que c'est une patiente que j'ai eue l'année dernière. Et donc, sur le fait que le test HPV était positif, il y a eu une cytologie qui a été faite et la cytologie a retrouvé des atypies des cellules glandulaires, AGC. C'est une patiente tabagique. Alors, hop. Donc, je vous ai mis une petite vidéo où je vais mettre sur pause de temps en temps. Bon, donc, c'est une patiente qui avait un col assez volumineux. Je n'ai pas noté sa contraception, mais il me semble qu'elle était sous progestatif et donc on avait pas mal de sécrétions un petit peu qui nous gênaient, avec une zone rouge péri-orificielle, quelques vaisseaux, mais plutôt réguliers. Après, mise en place donc, du filtre vert pour essayer de mieux voir les vaisseaux, il y a… Ah, je suis allée un peu vite, pardon, excusez-moi. C'est toujours le défaut du clic. Hop. Voilà, ça va revenir. Il y avait juste des vaisseaux principalement sur des kystes de Naboth ici et pas tellement de vaisseaux anormaux. En tout cas, pas de vaisseaux anormaux que j'avais repérés sur la zone rouge. Après application d'acide acétique, donc on voit petit à petit une apparition d'acidophilie sur la lèvre antérieure. Ici, un petit peu partout. Donc là, grossit un petit peu plus. Donc pareil, on voit en fait la zone de jonction est difficile à déterminer parce qu'elle est assez géographique. On voit des papilles ici, là c'est un petit peu masqué sur cette image par la glaire. Ici, encore un peu des papilles ici. Et là, on n'arrive plus très bien à faire la distinction. On a l'impression qu'il y a peut-être encore quelques papilles. Et au milieu de cette zone acidophile qui se met un petit peu à saigner comme ça en nappe. Hop. On va regarder un petit peu zone acidophile ici. Pareil, à la limite, là, la zone de jonction. Voilà, un col pas très facile à examiner. Et puis, ce qui est intéressant, donc quand au bout de quelques secondes d'application d'acide acétique, on voit toujours une zone un peu plus acidophile ici, et puis des signes un petit peu vasculaires, ce côté un petit peu irrégulier. Il y a des ponctuations, il y a de la mosaïque un petit peu irrégulière. Donc, c'est une zone, voilà, moi qui avait attiré mon œil sur cette colposcopie, donc à peu près en lisière là, de jonction qui passe à peu près ici.
Sur la lèvre postérieure, il n'y avait pas ce type de signe, c'était une acidophilie simple. Au niveau de l'application du Lugol, bon, toute la zone qui était rouge et acidophile était iodo-négative. Avec, ça prenait un petit peu le Lugol, mais un petit peu comme le tissu glandulaire, hein, ça, très rapidement, ça perd la coloration au Lugol. Vous voyez de nouveau, le Lugol s'élimine assez rapidement. Toujours ces saignements un petit peu en nappe. Voilà, donc j'avais décidé de biopsier principalement, je crois que j'ai biopsié que sur la lèvre antérieure chez cette patiente. Voilà, vous voyez, j'ai fait 2 biopsies parce que je voulais absolument avoir un diagnostic sur cette zone un peu cérébriforme avec ces signes vasculaires qui m'ont interpellée. Donc, les 2 biopsies retrouvaient des foyers d'adénocarcinome in situ, mais sans infiltration. J'ai fait, je ne voulais pas montrer sur la vidéo pour ne pas perdre de temps, un curetage de l'endocole, parce que c'est une indication en cas de cytologie AGC de compléter l'examen par un curetage de l'endocole. Sur ce test, il y a un épithélium glandulaire était normal. Et donc, dans les recommandations, dans cette situation d'adénocarcinome in situ, diagnostiqué sur la colposcopie, on l'a proposé à la patiente une exérèse cylindrique avec un curetage de l'endocole. Et en fait, ça a retrouvé la même chose, foyer d'adénocarcinome in situ qui était en marge saine sur la résection et le curetage de l'endocole était négatif. Dans cette situation-là, on reprendra après un petit peu les recommandations. On a proposé à la patiente de réaliser une hystérectomie puisque c'est ce qui est recommandé, sauf en cas de projet d'enfant. Et cette patiente de 34 ans, en fait, souhaitait avoir un 3e enfant. Et donc, pour l'instant, comme elle était en marge saine, avec un CEC négatif, c'est plutôt quand même de bons pronostics. Et donc, on a pu lui proposer une surveillance annuelle rapprochée en expliquant bien à la patiente la nécessité de réaliser l'hystérectomie quand elle aura eu le nombre d'enfants souhaités et surtout de ne pas être perdue de vue. Avant de discuter sur ces adénocarcinomes, je vous parle d'une autre patiente, elle est un tout petit peu plus âgée, 37 ans, qui a eu un enfant. Et cette patiente, je l'ai vue il y a 2 ans, on n'avait pas encore le test HPV pour cette patiente, donc elle est arrivée directement avec une cytologie atypie des cellules glandulaires. Cette patiente, en fait, 10 ans avant, donc elle avait à ce moment-là 27 ans, elle avait déjà été conisée pour une lésion de haut grade et sur la nappate de la conisation avait été retrouvée des foyers d'adénocarcinome in situ, mais le tout, le haut grade et l'adénocarcinome in situ étaient en marge saine. Elle avait été suivie annuellement par cytologie, cette patiente, donc de 2010 à 2018. Toutes ces cytologies étaient normales, patiente tabagique également. Alors, voilà, sans préparation, un col conisé, mais sur lequel on a encore pas mal de relief. Elle était jeune quand elle a été opérée, on voit ici la zone où elle a été conisée. Au filtre vert, pas de vaisseaux particulièrement anormaux. Donc, on avait une zone rouge avant préparation, qui est ici, qui est celle-ci qui est un petit peu en relief sur la zone chirurgie où elle a été opérée. Et puis, des zones rouges un peu plus planes qui étaient sur la commissure gauche et puis sur la lèvre postérieure. Ici, probablement un polype au niveau de l'orifice où on distingue déjà les petites papilles glandulaires. Après application d'acide acétique, donc, on voit une ocidophilie qui apparaît de façon assez rapide, qui est épaisse ici, un peu plus plane sur ces zones qui étaient rouges précédemment. On va les voir un petit peu plus zoomées. Le polype était plutôt juste, on voit juste les papilles qui prennent juste dans leur rebord l'acide acétique sans signe pathologique. Voilà, cette acidophilie donc épaisse avec une rougeur qui réapparaît un petit peu après la disparition de l'acidophilie, cette zone acidophile intense sur laquelle il y a un petit peu de ponctuation qui ne se voit pas très très bien à l'écran. Si on a d'autres clichés. Voilà, on voit un petit peu de zone de ponctuation. Et à l'application de Lugol, eh bien, zone iodonégative totale sur les zones qui étaient rouges. Donc là, j'ai fait une biopsie sur la lèvre postérieure, donc sur les zones planes en fait, qui étaient très acidophiles iodonègues. Et donc, c'était à nouveau de l'adénocarcinome in situ. Et sur la lèvre antérieure, c'était de nouveau une lésion de haut grade. J'ai fait également un curetage parce que cette patiente avait une cytologie AGC, même si la jonction était visible en totalité.
Et sur le curetage, était retrouvé de la dysplasie, mais l'anatomopathologiste n'a pas pu grader cette dysplasie. Donc, chez cette patiente, elle a eu une cylindrectomie et qui a retrouvé du haut grade sur toute la lèvre antérieure et du haut grade et de l'adénocarcinome in situ sur la lèvre postérieure. Donc, c'est assez concordant à l'image colposcopique. Les deux étaient en marge saine et cette patiente, même si elle avait eu qu'un enfant, elle n'avait pas de souhait d'autres grossesses. Donc, elle a eu une hystérectomie et sur l'hystérectomie, il n'y a pas été retrouvé d'autres foyers d'adénocarcinome in situ. Alors, ce que je voulais discuter en vous présentant ces cas, c'est que les lésions glandulaires, ce sont des lésions qui vous sont rares, mais qui sont de diagnostic difficile. Pourquoi? Parce qu'elles sont souvent endocervicales et donc elles ne sont pas visibles, sauf si on a un signe d'appel effectivement à la cytologie. Elles peuvent être localisées comme elles peuvent être diffuses et surtout la difficulté, c'est la plurifocalité. On peut avoir un foyer, mais il peut y en avoir un à distance du foyer, par exemple, visible en colposcopie. Ça peut même se développer au fond des glandes alors que le revêtement de surface est strictement normal. Donc, ce sont des lésions qu'on peut diagnostiquer donc, à la cytologie ou maintenant sur un test HPV positif puisqu'elles sont également liées au papillomavirus. Mais le plus souvent, c'est quand même des lésions qui sont découvertes fortuitement sur des pièces de conisation. Là où c'est compliqué aussi, c'est qu'elles vont être plus précoces et plus insidieuses que les hauts grades, plus récidivantes. Et du coup, c'est des traitements qui compromettent quand même la fertilité pour ces femmes. Je vous ai juste remis la classification de Bethesda donc sur les anomalies glandulaires. Donc, les résultats que moi j'ai le plus souvent ou quasiment exclusivement, c'est toujours l'AGC, sans précision. Petite aparté, c'est vrai que les AGC peuvent aussi révéler des anomalies qui viennent du myomètre, de l'endomètre, en tout cas de l'intérieur de l'utérus et des ovaires. Donc, c'est pour ça qu'il est recommandé chez les femmes de plus de 45 ans qui ont ce type de cytologie de faire également des explorations utérine, donc au minimum une échographie pelvienne et plus ou moins une hystéroscopie ou une biopsie d'endomètre. Ces cytologies AGC sont très rares, on les trouve dans 0,3 à 0,4% de toutes les cytologies. Pourquoi? Ce n'est pas facile à visualiser au niveau anapath, Christine pourra confirmer ou en parler. C'est des cellules qui, quand elles desquament de l'intérieur, elles ont le temps aussi de se liser et donc même elles vont pas être analysables sur le prélèvement cervico-utérin. Quand même, dans ces situations d'AGC, on a 70% de situations où c'est aussi lié à des anomalies bénignes liées à l'HPV. Ce n'est pas toujours des lésions précancéreuses, mais dans 30% des cas, ça révèle une lésion de haut grade. La lésion de haut grade, c'est la lésion la plus fréquemment retrouvée quand on a une cytologie AGC. Mais on va aussi retrouver des adénocarcinomes in situ, des adénocarcinomes invasifs du col et des adénocarcinomes, ce que je vous disais, de l'endomètre ou de l'ovaire, d'où la nécessité minimum d'une échographie pelvienne en cas d'anomalie de la cytologie AGC. Alors, attendez, je ne vois pas mes diapos. Donc, le lien entre l'adénocarcinome in situ et le haut grade, c'est qu'en fait, quand on est parti d'un diagnostic de haut grade sur une biopsie, sur une colposcopie, eh bien, on retrouve 5 à 6% d'adénocarcinome in situ. Donc, en fait, déjà, on en voit à ce stade. Et inversement, quand on a le diagnostic d'adénocarcinome in situ, alors là, une fois sur deux, il y a aussi du haut grade associé, puisque les deux étant liés à l'infection virale sur le col du papillomavirus, elles vont se développer parallèlement. Alors, les signes colposcopiques, c'est le plus compliqué parce que c'est loin d'être évident. Il n'y a pas de signes spécifiques typiques. Alors, ce qu'on peut retrouver, ce sont des papilles qui vont être inégales, irrégulières, rouges avant coloration. Elles prennent clairement l'acidophilie. Et puis, il y a ce côté saignement en nappe aussi qui peut attirer l'œil. Après, c'est difficile. Des fois, on voit aussi ça dans des situations de bénignité. La localisation, c'est très souvent près de la jonction. Elles sont souvent, je vous le disais, multifocales et ça peut aussi se trouver sur un polype qui est suspect et qui est acidophile. La difficulté, ça va être le diagnostic entre une papille qui est recouverte par un épithélium glandulaire mais qui est en métaplasie ou alors d'une papille qui est en fait recouverte d'un épithélium dysplasique. Les deux peuvent réagir de façon acidophile. Donc, c'est difficile comme diagnostic colposcopique. Je vous montre deux images. Vous voyez, donc là, ici, la jonction est largement visible, extériorisée. Ici, une acidophilie. Probablement, c'est peut-être un haut grade. Et puis, vous voyez, là, ces papilles, on n'a pas le même aspect. Là, elles sont plus régulières, de taille normale. Et là, c'est plus gros, c'est acidophile, c'est irrégulier. Ça, c'est un signe que moi, c'est des photos que j'ai empruntées, que je n'ai jamais vues, c'est un rare. Et de ce côté-là, ça ressemble plus au dossier que je vous ai montré avec tous ces signes vasculaires
juste en périphérie ou dans la jonction. Et ici, vous voyez, il y a un petit polype en fait au niveau de l'exocole et qui est très acidophile ici. Et donc, pareil, il devait y avoir de l'adénocarcinome in situ. Alors, je reviens sur les recommandations qui ont été établies par l'INCa. Ça, c'est les recommandations de 2016. Donc, quand on a un diagnostic préopératoire d'adénocarcinome in situ, eh bien, on recommande de faire une exérèse cylindrique au niveau du col et de réaliser un curetage de l'endocole. Une fois le diagnostic d'adénocarcinome in situ confirmé, mais si nous sommes en marge saine, on recommande aux patientes de faire une hystérectomie totale, sauf donc s'il y a encore un projet parental, eh bien on va vraiment les surveiller annuellement de façon importante et on va attendre qu'elles aient eu les grossesses qu'elles souhaitent pour pratiquer l'hystérectomie. Si par contre elles sont en marge non saine ou en cas de curetage qui revient positif, ça veut dire qu'il y a soit une lésion résiduelle juste à la jonction, soit plus profonde. Et donc on va proposer une deuxième exérèse cylindrique et de nouveau un curetage dans l'idée en fait de ne pas sous-estimer une lésion invasive. Donc, si sur cette deuxième chirurgie, les marges sont saines et le curetage négatif, eh bien, c'est comme ici, on va proposer l'hystérectomie totale. Et puis après, si on a fait 2 cylindrectomies et qu'on n'est toujours pas en marge saine, là, c'est des décisions qui sont prises en réunion de concertation pluridisciplinaire. Je voulais vous montrer le risque de lésions post-thérapeutiques, justement. Donc, quand on est en marge non saine sur un adénocarcinome in situ, le risque qu'il reste des lésions est autour de 40%. Quand on est en marge saine, c'est quand même de 16%. Et pareil, si on est en marge non saine, le risque qu'en fait, il y ait un adénocarcinome invasif non diagnostiqué à ce moment-là, d'où l'intérêt de refaire une cylindrectomie, il est de 6%, alors qu'il est de 0,6 en marge saine. En ce qui concerne les récidives, donc c'est d'autres lésions qui se développent après, eh bien, il est de 13% en cas de marge non saine et de 2,5%. Une autre étude, je passe, mais les chiffres sont similaires et concordants. Donc, les facteurs de risque de récidive sur les adénocarcinomes in situ, ce sont d'avoir des marges non saines, d'avoir bien sûr un test HPV positif en post-thérapeutique et d'avoir une jonction non visible en post-thérapeutique, puisque c'est quand même souvent ce qui nous arrive et c'est compliqué le suivi après de ces patientes. Il faut les surveiller très longtemps puisque les récidives, vous avez vu la patiente là, c'était plus de 10 ans après, alors qu'elle avait un suivi normal dans l'intervalle. Et il faut toujours proposer l'hystérectomie dans cette situation, ce qui n'est pas fait pour les lésions de haut grade, mais qui est fait pour les adénocarcinomes in situ en raison des lésions multifocales. Et ça, donc, ce sont nos recommandations. Donc, quand une patiente choisit de ne pas se faire l'hystérectomie parce qu'elle veut une grossesse, eh bien, on va la surveiller dans un premier temps par test HPV, puisque les patientes qui sont HPV négatives, on est quand même plus rassurés, on garde un suivi annuel. Et quand elles gardent un test HPV positif, eh bien, on va faire colposcopie, biopsie, curetage de l'endocole, le maximum d'examens pour essayer d'éliminer une lésion résiduelle plus dans l'endocole. Si la patiente a eu une hystérectomie, eh bien, on la surveille comme les lésions de haut grade, c'est-à-dire surveillance par test HPV à 6 mois après la chirurgie. Si c'est négatif, on la recontrôlera 3 ans après, et puis tous les 3 ans, sans limite d'âge. Si elle est HPV positive, eh bien là, on va refaire des examens d'exploration du col, colposcopie, curetage de l'endocole, biopsie, examen du vagin, etc., pour éliminer une récidive soit au niveau vaginal, notamment pour ces patientes-là qui ont été hystérectomisées. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je passerai la parole au professeur Auro, s'il vous plaît, pour la présentation du dernier intervenant. Professeur Auro, la parole est à vous. OK. Est-ce que le professeur Auro nous aurait quittés? Il y a un problème de liaison, oui. Bon. Yves, ça va être à toi de le présenter. OK. Ben écoutez, laissez-moi vous présenter notre dernier intervenant de ce matin. Ne bougez pas, je vais juste sortir la fiche. Je m'excuse, je n'avais pas prévu. Donc, le professeur Namori Keita, qui est de l'Université Gamal Abdel Nasser Guinée-Conakry,
Le professeur Keita est professeur titulaire de gynécologie obstétrique, chef du même département. Il est aussi chef de service au Centre hospitalier national de Donka, au CHU de Conakry. Il est coordinateur du Centre régional francophone de formation à la prévention des cancers gynécologiques, président de la Société africaine de gynéco-obstétrique, membre du conseil d'administration de la FEFOG, collaborateur du Cirque de Lyon et de l'OMS Afro dans la recherche clinique sur les cancers gynécologiques. Professeur Keita, si vous m'entendez, la parole est à vous. Merci beaucoup de me donner la parole. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce webinaire de me donner la possibilité de m'exprimer pour partager avec vous, on va dire, un cas historique, puisqu'il s'agit de tuberculose cervicale. Alors, je vais essayer de partager mon écran, si vous le permettez. Alors, non, ça ne marche pas. Alors, donnez-moi, voilà. C'est bon. Non, c'est pas bon là. Non, il faut que votre... Voilà, là c'est bon, non? Non, la procédure est bonne, mais avant de faire la procédure, ouvrez votre présentation. Je suis de retour. J'ai un problème de connexion, désolé. Si, c'est déjà ouvert. Hein? Non, mais nous, on ne voit pas. Moi, je l'ai affiché, vous ne le voyez pas? Non, on ne le voit pas. À ce moment-là, vous allez cesser le partage. Cesser le partage. Je vais cesser le partage, effectivement. Arrêtez de partager. Okay. Donc, j'ouvre mon... Assurez-vous bien que votre présentation est en premier plan sur votre bureau. Oui. Cliquez dessus pour être sûr qu'elle est en premier plan. Elle est en premier plan, je pense. Hein? OK. Donc, refaites la procédure. Cliquez sur « Partager l'écran » et là, ça devrait être bon. OK. Alors... Le problème, c'est que je... Attendez, excusez-moi. Bon. Et là, vous ne l'avez pas? Oui, là, c'est bon. C'est bon, c'est parfait. C'est parfait, nous l'avons. La parole est à vous. Très bien. Alors, merci beaucoup. Je vais commencer en demandant à ceux qui ont leur vidéo allumée de bien vouloir l'atteindre parce que ça masque une partie de la présentation ici devant moi. Si ça ne vous ennuie pas de le fermer pour que je puisse bien voir le côté droit de la présentation. Voilà, merci beaucoup. Donc, on m'a demandé de parler d'une situation clinique particulière en colposcopie, la tuberculose pseudo-tumorale. Alors, la tuberculose génitale, on le sait, représente 6 à 10% des tuberculoses extragénitales. Et la localisation secondaire de la maladie, c'est une localisation secondaire bien sûr de la maladie, et c'est le 4e siège de localisation après la tuberculose pulmonaire. Alors, plus rare encore est la tuberculose du col de l'utérus qui ne représente que 0,1 à 0,65% de tous les cas de tuberculose et 5 à 24% des tuberculoses génitales. Alors, la fréquence a beaucoup diminué grâce à l'avènement de la vaccination de masse et puis à l'usage des antituberculeux efficaces et à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Néanmoins, ces progrès ne sont pas universels et l'Afrique voit un grand nombre de femmes atteintes du fait de l'émergence du VIH-Sida. Alors, outre le problème d'une tuberculose génitale avec son contexte d'infertilité secondaire, la tuberculose cervicale revêt souvent un aspect pseudo-tumoral qui fait qu'on peut le confondre avec le cancer du col de l'utérus. Dans le cas que nous rapportons, nous essayons de montrer la place de l'examen colposcopique dans la démarche diagnostique
tout en sachant que l'examen colposcopique, l'examen histologique est la clé du diagnostic positif. Alors maintenant, le cas. Alors, il s'agit de Madame Condé, qui a 21 ans, femme au foyer, mariée à l'âge de 16 ans, qui a consulté dans un hôpital de la place pour infertilité primaire avec une aménorrhée secondaire. Il y avait également des épisodes de léger saignement par le vagin, des leucorrhées, et l'examen d'alors avait montré une tumeur ulcérée du col, faisant suspecter un cancer du col utérin, pour laquelle 2 biopsies ont été réalisées et les résultats histologiques ont montré des fragments ulcérés du col de l'utérus avec une inflammation chronique active sévère sans évocation de diagnostic de cancer du col ni de tuberculose cervicale. Alors, non satisfait de ce résultat histologique, la patiente nous a été adressée par son médecin pour la mise au point de cette pathologie, sur le conseil, bien entendu, de l'anatomie pathologiste qui ne comprenait pas très bien pourquoi ce genre de diagnostic était posé. Alors, il s'agit bien de cette patiente qui est nulligeste, en aménorrhée secondaire depuis 1 an, dans un contexte de désir de grossesse. À l'admission, l'état général était satisfaisant et il n'y avait pas d'antécédent personnel d'exposition à la tuberculose. L'examen d'entrée avait montré un col ulcéré avec des dépôts blanchâtres correspondant aux zones de nécrose. Et au premier examen colposcopique, donc avant le traitement, voilà ce que nous avons retrouvé. Et donc, il a été retrouvé un utérus, un col de l'utérus complètement érodé, avec des zones rouges et des zones de dépôt de caséum, comme on le voit ici, à contours très irréguliers. Et ici, au plus fort grossissement, on voyait au pourtour de l'orifice une zone caséeuse très importante avec des leucorrhées, mais cas très exceptionnel, ces leucorrhées ne sentaient pas et n'avaient aucune odeur. Alors, cette zone ulcérée qui était étendue à tout le col ne présentait pas de saignement franc. Après application d'acide acétique, comme on le voit sur ces 2 images, il a été constaté le renforcement de la zone blanche, une zone blanche ici, qui est très épaisse, n'est-ce pas, avec des contours qu'on a l'impression de voir un peu surélevés, qui sont irréguliers et qui ne saignent pas beaucoup non plus. Et on voit plus bas des lésions vaginales isolées ici et puis de ce côté-là aussi. Après l'application de l'Ugol, la zone acidophile a été entièrement couverte. Il s'agit donc d'une zone iodée négative large, aux contours plus ou moins flous, et les lésions, bien entendu, vaginales sont bien visualisées. Et on note ici un petit saignement, mais qui n'est pas important, et toujours pas d'odeur au cours de l'examen. Alors, dans le cadre de la poursuite de l'examen gynécologique à l'admission, un toucher vaginal a été réalisé qui a montré un gros col ferme de contours bosselés et irréguliers, l'absence de saignement de contact. Et une biopsie profonde a été réalisée avec une pince adaptée. Et l'examen anatomopathologique de la pièce de biopsie a montré la présence d'un granulome épithélio-gigantocellulaire, donc les cellules géantes de Langerhans, et lymphocytaire avec nécrose caséeuse évoquant une tuberculose cervicale. Le bilan complémentaire a été réalisé, la vitesse de sédimentation était accélérée, la sérologie HIV était négative,
Les radiographies pulmonaires et d'urachie, c'était normaux. L'échographie abdominopelvienne montrait un utérus et les annexes normaux. Elle était donc décidée, devant ce tableau, de faire le traitement, et un traitement anti-tuberculeux selon les directives du Programme national de lutte contre le cancer a été instauré. Et donc, il a été utilisé de l'isoniazide, 5 mg, de la rifampicine, de la pyrazinamide, de l'éthambutol, qui ont été administrés pendant 2 mois. Et puis, pour les 4 derniers mois du traitement, l'isoniazide et la rifampicine ont été associés. Alors, un examen colposcopique après le traitement a donc été réalisé. Ce traitement a permis de constater la normalisation complète du col, comme on le voit ici sur l'examen sans préparation. Après application d'acide acétique, aucune lésion n'est visible. Et après l'application de Lugol, le col est pratiquement devenu normal. Alors, quels sont les quelques points de discussion que l'on peut avoir? D'abord, l'intérêt de cette question. C'est bien entendu que on sait tous que la tuberculose de l'utérus est très rare. En tout cas, du col de l'utérus est très, très rare, comme on l'a vu en introduction. Mais seulement, cette pathologie reste un fléau endémique en Afrique, au sud du Sahara. Et l'une des caractéristiques, c'est le retard diagnostique qui fait évoluer vers la gravité. Dans l'observation, vous avez bien constaté que cette femme a eu auparavant 2 biopsies, mais ce qui s'était passé, c'est que les premières biopsies qui ont été réalisées n'allaient pas en profondeur, et donc l'anapathe n'arrivait pas à nous dire exactement de quoi cela retournait. Et il a toujours répondu que c'est de l'inflammation, c'est de l'inflammation. Et c'est après, sur son conseil, que cette patiente nous a été réadressée pour que ce diagnostic de tuberculose puisse être porté enfin. Alors, on sait tous que le pronostic fonctionnel met en péril la fertilité de la femme. Et donc, il y a un intérêt à assurer la prévention primaire et secondaire. Et on sait bien que nous disposons actuellement de ces moyens de prévention. En tout cas, la vaccination chez les enfants est obligatoire dans le calendrier vaccinal de la plupart de nos pays. Le deuxième intérêt, c'est de voir qu'il est important de savoir que toute lésion, en tout cas dans les zones où il y a la possibilité de survenue de la tuberculose, l'image, la présence d'une lésion importante au niveau du col ne signifie pas toujours qu'il s'agit d'un cancer du col de l'utérus, puisqu'un certain nombre de pathologies peuvent se mettre sur le col et entraîner des lésions cervicales très importantes qui peuvent simuler le col. La tuberculose cervicale qui nous interroge aujourd'hui fait partie de ces pathologies, mais il y a aussi à côté la bilharziose, la syphilis et d'autres pathologies. Alors, il faut savoir qu'il existe au moins 4 formes de tuberculose, en tout cas, dans la localisation élective qui est la localisation au niveau de l'exocole. Il y a la forme miliaire et qui représente 7% et qui se développe sous forme de granulation jaune ou translutide. Ensuite, il y a la forme ulcérée ou ulcéreuse qui représente 29%. Ce sont des petites lésions ulcéreuses lenticulaires, des lésions inflammatoires, et puis parfois un œdème important entraînant une hypertrophie du col, comme on l'a vu dans la lésion que nous avons observée tout à l'heure. Et puis, bien entendu, il y a les formes végétantes ou papillomateuses qui représentent 41% et qui, eux, simulent véritablement un cancer du col. Et les végétations qui y sont observées sont friables, peuvent saigner au contact, mais aussi, l'une des caractéristiques de ces lésions tuberculeuses, c'est qu'on ne sent pas d'odeur. Et je pense que c'est une notion qu'il faut retenir parce que généralement, dans les cancers avancés, il s'agit, on note l'existence de leucorrhées très importantes et même d'hydrorrhées qui sont très fétides et qui ont le surnom d'eau roussâtre. Alors, la forme interstitielle, elle, est exceptionnelle.
le col est augmenté de volume et infiltré par des nodules tuberculeux, et ces nodules évoluent vers la formation de petits abcès froids qui peuvent fistuliser dans le vagin. Alors, la colposcopie peut être utile pour évoquer fortement le diagnostic, puisqu'elle permet d'amener à une meilleure définition de l'image et à voir les contours de ces lésions qui peuvent être bien visibles, et biopsier, le diagnostic est généralement confirmé. Alors, toujours parmi les localisations cervicales, je vous ai parlé tout à l'heure des localisations exocervicales qui sont les plus fréquentes. Il y a les localisations endocervicales et qui souvent risquent de passer inaperçues et de se révéler que lorsque les lésions s'extériorisent à l'orifice cervical. Ces lésions sont le plus souvent de type végétant et rarement de type ulcéreux. Et donc, je voulais vous montrer ici et faire la comparaison de la tuberculose cervicale avec un cancer invasif du col. Sur l'image de gauche, nous avons, n'est-ce pas, une lésion tuberculose avec cette présente caséome sur le col. Et puis, dans l'image de droite, on a juste une rougeur que l'on voit. Et après application d'acide acétique, voilà ce que l'on voit. Ici, c'est le cancer. De ce côté-là, c'est la tuberculose cervicale. Et quand on compare les deux images, il y a de quoi se tromper, bien entendu, puisque la différence ici, peut-être, c'est ce caséome. Mais quand on voit l'image, puisque de temps en temps, on peut voir les lésions cervicales qui ressemblent à ça, surtout dans les formes cérébelleuses, comme on le voit ici, dans cette lésion, et dans ce type de forme aussi que l'on peut voir et qu'on peut confondre, bien entendu. Ceux-là, ce sont des cancers, mais il peut se faire que des lésions qui ressemblent à ces lésions-là apparaissent quand il s'agit aussi de tuberculose cervicale, comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans les possibilités de formes qui existent dans cette maladie. Alors, nous allons donc conclure en disant tout simplement que la tuberculose cervicale peut simuler soit une cervicite banale, soit un cancer du col, c'est possible. La colposcopie peut aider à mieux analyser les images et à suspecter fortement, dans certains cas, une tuberculose du col utérin. Nous venons de le voir. Et au cours de cette colposcopie, on peut être amené à observer un aspect grossier du col qui peut être très variable. Et dans ce cas, le col peut se présenter sous des formes papillaires, ulcéreuses, interstitielles, miliaires, endocervicales ou polypoïdes. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le diagnostic positif de cette pathologie repose sur la biopsie, surtout la biopsie en profondeur et l'examen histologique ou la bactériologie des sécrétions cervicales. Mais tout le monde est convenu de dire que le diagnostic peut être fait simplement par l'examen biologique, même si le bacille de Koch n'est pas mis en évidence dans le prélèvement. Alors, l'évolution sous traitement, comme nous l'avons vu, est souvent très favorable et les indications chirurgicales sont exceptionnelles. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, professeur Keita, pour cette excellente présentation. Donc, comme mentionné tantôt, la discussion est ouverte pour les 3 derniers cas, mais rien ne vous empêche de revenir sur la première présentation. Comme vous êtes 2 modérateurs, je propose que vous y alliez en alternance si le professeur Auro est revenu parmi nous. Donc, je peut-être laisser la parole au professeur Bergeron, que je vois à l'écran. Oui, merci beaucoup pour toutes ces présentations. Et effectivement, je propose qu'on commence par la première présentation de Dakar, sur lequel notre orateur nous a présenté 2 cas qui m'ont, où j'ai envie de poser des questions. Donc, la première chose,
il s'inquiète beaucoup par le fait qu'il n'y a pas… c'est long, la prise en charge des patientes, et qu'il faudrait pouvoir accélérer les choses. Donc, je voudrais savoir son avis si les choses s'accélèrent pour mettre en place le test HPV qui serait quand même la manière la plus efficace et la plus simple, en particulier avec des autoprélèvements, et où vous pourriez obtenir par des négociations des prix normalement extrêmement bas. Donc, est-ce que de ce côté-là, les choses avancent? Parce que je ne crois pas que malheureusement, malgré que j'adore la cytologie, ça soit la cytologie qui règle le problème dans votre pays. Ça, c'était ma première question. Est-ce qu'il est là, notre orateur? Ouais, merci, professeur. Donc, oui. Merci pour votre question. Donc, je pense que tout récemment, il y a eu des initiatives quand même venant des autorités nationales, donc qui ont choisi des centres pilotes où les tests sont rendus gratuits, donc pour voir comment mettre en œuvre ce dépistage avec le test HPV. Mais toujours en est-il que, bon, on suit des recommandations venues d'ailleurs, mais au niveau local, il n'y a pas en réalité une politique de dépistage bien déterminée. On fait des dépistages d'opportunité, des dépistages de masse lors de campagnes de dépistage, etc. Donc, c'est là où on en est. Dans la structure où je travaille également, donc l'hôpital Institut d'hygiène sociale, nous avons fait des efforts au niveau local pour rendre disponibles ces tests HPV. Mais ce n'est pas encore dans les politiques nationales. Merci. D'accord. Après, bien sûr, je vais passer la parole aux autres, mais j'avais une deuxième question pour comprendre la stratégie que vous aviez adoptée en proposant une hystérectomie directement après un CIN3. Je voulais comprendre pourquoi vous ne lui avez pas d'abord proposé une conisation pour justement savoir s'il n'y avait pas un invasif où il allait falloir faire une hystérectomie totale avec ablation des ganglions ou seulement, si c'était in situ, une hystérectomie. Donc, je voulais comprendre votre choix stratégique. Merci. Donc, ce choix est dicté par les réalités en pratique qu'on a sur le terrain, qu'on a vu à travers les deux cas. Donc, c'est des patientes qu'on reçoit, qui, lorsqu'on leur demande même un examen de colposcopie, sont perdus de vue. Et souvent, c'est pour des raisons financières. Donc, quand on l'a reprise, bon, on a fait le diagnostic d'une lésion de CIN3. On s'est dit qu'entre le temps de faire une conisation, après examen histologique, qu'elle revienne, on peut se retrouver devant la même situation. Et on avait en tête que la lésion de CIN3 pouvait bien être un cancer. Donc, on a pris le pari d'enlever l'utérus, bon, espérant que ce serait une lésion in situ. Mais malheureusement, c'était une lésion déjà invasive. D'accord. Bon, peut-être qu'il y a d'autres questions autour de la table pour notre orateur. Je vois que le docteur Keïta Monori lève la main et a besoin de nous parler. Allez-y, vous avez la parole. Merci beaucoup de me donner la parole. Je pense que ma préoccupation a été prise en compte par vous, par votre deuxième question. Ma question, c'était pourquoi faire une hystérectomie directement au lieu de faire une conisation, en sachant qu'en faisant directement l'hystérectomie, on perd un bénéfice très important, qui est l'ablation des paramètres, et aussi qui est le curage ganglionnaire, qui aurait été simplement pelvien, et la suite du traitement aurait été dictée par la suite. C'est-à-dire, si on faisait la conisation, mais c'est vrai que l'argument que donne le professeur Mansour est très important, parce qu'il est possible qu'en lui faisant une conisation, cette personne ne revienne même plus aussi. Ça fait partie des possibilités. Mais est-ce que pour autant, nous devons changer nos attitudes et nos recommandations
pour cela. Je pense que le problème se retrouve dans la façon dont la prise en charge de ces pathologies se fait dans nos pays. C'est-à-dire que si les hôpitaux avaient les moyens de faire les traitements pour les patientes même indigentes sans qu'elles ne mettent la main à la poche, je pense que ce serait nettement mieux et nous pourrions dans ce cas appliquer les guidelines comme cela se doit. C'était ça vraiment ma question et le commentaire que je viens de faire. Voilà. D'accord, merci. Merci, cher maître, pour ce commentaire. J'aimerais passer la parole au professeur Auro. S'il vous plaît, professeur Auro, allez-y. Merci. Ma connexion était un peu instable, donc je ne sais pas si le professeur Namouri qui a été présenté, donc je m'excuse, je vais le faire. Mais... Ok, mais je pense qu'il est assez connu, voilà, donc il n'y a pas de problème. Je vais revenir un peu avec les autres orateurs, parler donc vraiment de l'intérêt ici de la colonisation diagnostique dans le dossier. Je pense qu'il était important, on vient d'en parler. Et ça revient aussi à poser la question sur le deuxième cas qui a été présenté concernant donc la pathologie endométriale. Je pense qu'il y avait aussi un intérêt à faire donc une biopsie, un curettage biopsique ou si c'est possible une hysteroscopie biopsique chez cette patiente-là pour faire le diagnostic donc du cancer de l'endomètre. Et puis à l'IRM, on n'a pas vu la précision de l'envahissement du myomètre. Je pense que c'est un élément important dans la décision thérapeutique puisqu'elle va conditionner donc la prise en charge. Ça, c'est dans la question. Pour l'évolution ou le dépistage du cancer du col, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en place. Moi, je vais parler un peu de la Côte d'Ivoire et puis un peu peut-être du Burkina, avec le projet Success qui est en train d'être mis en place et qui utilise donc les plateformes pour le dépistage par papillomavirus. Nous-mêmes, on vient de terminer un travail avec l'ANRS où on a utilisé donc les plateformes de GNSPR qui existent déjà dans nos pays pour la tuberculose multirésistante et pour le VIH. Donc, ces plateformes-là permettent donc de faire le test de HPV et ensuite, maintenant, faire un triage avec l'inspection visuelle. Donc, voilà, donc les choses sont en train d'avancer. Il y a plusieurs initiatives. Je pense que ça va apporter beaucoup dans le diagnostic, le dépistage du cancer du col. On a remarqué, pour contrer un peu la faiblesse des performances de l'inspection visuelle, ce dont on dispose pour le dépistage du cancer du col dans nos pays, le fait de faire donc un test HPV en premier a permis donc d'améliorer la sensibilité à plus de 90% de dépistage dans les lésions précancéreuses. Je pense qu'on présentera donc nos résultats bientôt. On les a présentés à Afra-VIH à Marseille le mois dernier. Et donc, je pense que ça va s'appliquer dans la plupart des pays africains. Merci. Et le docteur Bambara, vous avez la parole. Activez votre micro, professeur Bambara. Merci bien. Je disais que je voudrais remercier pour la parole et je voudrais donc réagir par rapport aux deux cas cliniques de Niang. Alors, je vois que chaque fois, c'est quand vous finissez donc de faire l'intervention chirurgicale, notamment pour le premier cas, c'était une hystérectomie, avant de l'envoyer à nos oncologues chirurgicaux. Alors, moi, je pense qu'il faudrait revoir cette façon de faire, puisque vous avez noté qu'il y a un long délai d'action. C'est plutôt essayer de déjà discuter ensemble dans le cadre d'une réunion de concertation pluridisciplinaire. Ça fait toujours un partage d'expérience et c'est le patient qui gagne. Parce que si on fait la chirurgie, ramener pour un avis en oncologie chirurgicale, étant donné qu'il faille repartir s'il y a un curage lombo-aortique associé, je pense que cela est un peu plus long. Alors, l'exemple du Burkina Faso qui, depuis 2016, a la gratuité donc, de dépistage des lésions précancéreuses du col utérin, on a constaté quand même une faible participation. Donc, c'est de revoir dans notre concept un moyen de communication pour permettre donc à ces patientes qu'elles puissent adhérer donc à cette politique donc de gratuité qui déjà existe au Burkina Faso. Et ce que nous sommes en train de voir, c'est que dès qu'il y a le premier contact d'une cliente
ou d'une femme avec un centre de santé, déjà aller donc vers la proposition donc, du dépistage pour les lésions précancéreuses du col utérin si nous voulons vraiment avoir des résultats. Et pour ajouter la recommandation qui est revenue plusieurs fois de multiplier les centres spécialisés en oncologie, je peux dire que le professeur Ouro est là, que je connais très bien, et il faudrait qu'on puisse faire des renforcements de compétences via des spécialistes existants. Parce que l'oncologie et la formation, c'est 4 ans, alors que si nous avons déjà des gynécologues qui ont déjà des compétences, le renforcement de compétences doit être plus facile et permettre donc à ce que ces spécialistes et collègues puissent avoir donc un œil oncologique. Et enfin, pour terminer, à notre maître professeur Namouri, c'est dire que nous avons eu la chance de publier un cas où nous avons eu un cancer du sein associé à une tuberculose ganglionnaire. Et la difficulté qu'il y avait, c'est que dans les référentiels existants, il n'y avait pas une indication s'il fallait commencer par le traitement antituberculeux ou alors la chimiothérapie classique quand on sait que c'est associé à leur poser problème. Donc, nous avons opté pour débuter donc la prise en charge de la tuberculose et à partir de la deuxième phase, nous sommes entrés donc avec la chimiothérapie et cette patiente se porte bien après avoir reçu donc la chirurgie, la chimiothérapie et le traitement tuberculeux et la radiothérapie et les sous-surveillances actuellement à 3 ans de recul et tout se passe bien pour le moment. Merci beaucoup. Vraiment, c'était un plaisir pour nous en tant qu'oncologue médical de participer à ce webinaire. Je vous remercie. Professeur Banani, je pense que votre main est levée. Oui, merci. Je reviens sur cette question de suivi de ces patientes qui ont des lésions de bas grade ou des lésions de haut grade. Essentiellement, quand on est devant une lésion de haut grade, de faire une hystérectomie et ainsi de suite, pour faire un geste thérapeutique pour ne pas faire une surveillance parce qu'on a un obstacle dans la surveillance. Et ça, je pense que ça, c'est un problème parce que qu'on fasse l'hystérectomie ou non, la surveillance doit s'imposer. Et ça, c'est un problème même chez nous parce qu'au niveau du ministère de la Santé, chez nous, pour limiter le nombre de surveillance, la surveillance de ces patientes-là, essentiellement pour des lésions de bas grade, ils veulent instaurer le système de traité de lésions de bas grade au niveau de centres de dépistage de cancer du col et du cancer du sein. On n'est pas d'accord pour ça. Parce que même si je traite la lésion, en plus, la lésion de bas grade, ce n'est pas quelque chose de grave. Il faut la surveiller. Et même si je la traite, ça n'arrête pas la surveillance. La surveillance doit rester. Donc, à quoi sert de faire ce geste-là alors que la patiente doit être surveillée? Le problème, c'est que si on règle le problème par un geste, oui, d'accord. Mais si on est devant une surveillance qui doit continuer, je ne pense pas qu'il y a une indication à faire des gestes comme ça pour ne pas surveiller. Je donne vous un petit exemple. En 2000, pour insister sur l'intérêt de la surveillance et revoir ces patientes, en décembre 2019, j'ai reçu une patiente avec un frottis bas grade. Je fais une colposcopie qui est tout à fait normale, en dehors d'une colpite virale. Donc, une colpite au niveau du col, du cul-de-sac vaginaux, au niveau du vagin, ainsi de suite. Je lui ai demandé de faire un test HPV avec un typage viral et revenir. Il m'a dit, bon, est-ce que je peux, 3 mois, 4 mois après, je reviens. Je lui ai dit, bon, 3, 4 mois, ça ne pose pas de problème. 3, 4 mois après, c'était le Covid et c'était tout a été fermé. Et cette patiente, elle est perdue de vue depuis jusqu'à ce que je l'ai vue en février 2022. Mais j'ai dit, pourquoi vous n'êtes pas revenu? Il m'a dit, bon, il avait la phobie du Covid, la peur du Covid, donc il voulait éviter carrément l'hôpital. Alors, à l'examen, je trouve des lésions de VIN vulvaires étendues, une induration au niveau de la paroi vaginale postérieure de 2 cm, 2 cm et demi de la fourchette vulvaire. J'ai demandé un frottis, toujours il y a liaison de bas grade. Je fais une colposcopie, c'est une ZT3, je fais un curetage de l'endocole, elle revient, lésion de bas grade. La paroi vaginale droite, il y a une lésion qui est suspecte et la biopsie était un VIN. Et la lésion indurée, c'était un carcinome épidermoïde invasif. Et donc, depuis cette période, depuis
décembre 2019 jusqu'à février, il a développé déjà un carcinome invasif. Donc, je l'ai opéré. Donc, maintenant, il est en train de faire sa radiothérapie. Donc, je pense que faire un geste pour ne pas surveiller la patiente devant ses lésions, ça pose un vrai problème. Moi, j'ai toujours des problèmes avec le ministère de la Santé sur ce sens-là, parce qu'ils veulent instaurer ce système de traiter les lésions de baguette. Alors, pour la présentation de M. Niag, donc pour la deuxième présentation, métrorragie post-ménopausique, en général, je pense, quand on est devant une métrorragie post-ménopausique, le premier diagnostic, c'est le cancer de l'endomètre. En plus, vous avez fait une hystéroscopie, vous avez trouvé un polype, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas l'enlevé. C'est ça le carcinosarcome. Donc, si vous auriez fait peut-être, je ne sais pas, une résection du polype, le problème sera réglé. Et la deuxième des choses, je suis étonné parce que vous avez fait une hystérectomie simple et le carcinosarcome, c'est les carcinomes de l'endomètre type 2 qui nécessitent un curage, un traitement beaucoup plus agressif. Je ne sais pas pourquoi vous êtes arrêté à ce stade-là. Merci. Merci pour ces commentaires. Il reste encore 4 minutes. Oui. Je pose une question très, très rapide et après ça, je passe la parole au professeur Lemarié pour le mot de la fin. J'ai une question très rapide pour Mme Maruani. Est-ce qu'il y a une relation entre la fréquence des cancers du col et le tabagisme chez la femme? Alors, ça n'a pas été prouvé dans les facteurs de risque de récidive, dans nos études, quand on les a fait les recommandations, dans le suivi post-thérapeutique. Par contre, en termes de, ça a été compté dans les facteurs de risque de lésion, oui. OK. Donc, merci à tous et je passe la parole au professeur Lemarié pour le mot de la fin. Oui. Je veux dire, j'ai été très intéressé par cette histoire de tuberculose du col, là, parce que c'est la première fois que j'entendais parler de ça. Et en tant que pneumophthysiologue, ça m'a intéressé. C'était une très belle présentation. Donc, merci à tous pour vos présentations tout à fait intéressantes et les discussions. Je voudrais simplement rappeler que la prochaine visioconférence, c'est le mercredi 25 mai, même heure, et qui sera consacré aux violences faites aux femmes. Merci à tous et vous aurez l'enregistrement de cette conférence à votre disposition dès demain. Merci et à bientôt. Juste un dernier mot avant de quitter pour Oui. ceux qui sont intéressés par les questions de sexe et genre. Le 12 mai, vous le verrez dans nos annonces, la professeure Hélène Salvador de France va nous parler des biais de genre dans l'enseignement médical. Oui. Ça peut être extrêmement intéressant. Donc, sur ces quelques mots, je vous dis à très bientôt. Merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.